Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. On se souvient tous de ces images, ces milliers, millions de Vénézuéliens qui pleurent la mort de leur leader Hugo Chavez. C'était le 5 mars dernier. Tout laissait alors présager une victoire de son dauphin Nicolás Maduro à la présidentielle. Eh bien, Maduro a certes gagné, mais avec une toute petite avance, contestée d'ailleurs par son rival Enrique Capriles. Voici les résultats, 50,6% pour Nicolás Maduro et 49,07% pour Enrique Capriles. Et ça nous amène à cette question ce soir, le chavisme est-il mort avec son leader Hugo Chavez? Quels sont les défis qui attendent le nouveau président? Comment réconcilier les Vénézuéliens? Parce qu'aujourd'hui apparemment, le pays est bien coupé en deux. On en parle ce soir avec nos invités. Avec vous, Mercedes Vivas, bonsoir. Vous êtes porte-parole du parti d'opposition vénézuélien d'Enrique Capriles, le MOUD, docteur en sociologie, spécialiste des mouvements sociaux. René Frégosi, bonsoir. Vous êtes politologue, directrice de recherche à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, spécialiste du Venezuela. Daniel Simonet, bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Front de gauche, conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, donc le président du Front de gauche, avait rencontré Hugo Chavez à Sao Paulo lors du forum de Sao Paulo en juillet 2012. Chavez qui est un peu son idole, et on voit ici la photo de cette rencontre, juillet donc 2012. Maurice Lemoine, bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde diplomatique, auteur de Chavez Presidente aux éditions Flammarion, auteur également de Sur les eaux noires du fleuve, c'est aux éditions Don Quichotte, et vous avez rencontré à quelques reprises, vous nous raconterez, l'ancien président vénézuélien. On écoute tout de suite le chef de l'opposition Enrique Capriles qui dénonce toujours les résultats de cette présidentielle. On le rappelle qu'il n'y a que 230 000 voix qui séparent Nicolás Maduro d'Enrique Capriles. Nicolás Maduro qui a obtenu au final 50,6% des suffrages. Enrique Capriles. Nous parlons de 3200 incidents dans le processus électoral. Je le dis avec fermeté, avec engagement et en toute transparence. Nous n'allons pas reconnaître les résultats tant que nous n'aurons pas compté le vote de chaque Vénézuélien, un par un. Voilà, et on part tout de suite à Caracas retrouver notre envoyé spécial Pascal Mariani. Pascal, bonjour. L'opposition demande à ce que les bulletins de vote soient recomptés. Est-ce que ce nouveau comptage va avoir lieu, oui ou non ? Pour l'instant, la décision n'a pas été annoncée officiellement, si ce n'est par Nicolás Maduro qui a dit qu'il acceptait un recomptage des voix et qui mettait au défi Enrique Capriles en lui disant que c'était peut-être lui finalement qui remporterait finalement ces élections avec une meilleure marge. C'est le Conseil national électoral qui sera chargé de se prononcer sur ce recomptage. Ils ne l'ont pas encore fait, mais ils devraient, dans l'après-midi, annoncer officiellement que Nicolás Maduro est le président élu du Venezuela. Pascal Mariani, je vous le dis parce que l'information est tombée là il y a quelques secondes, que l'autorité électorale en effet annonce que Nicolás Maduro sera officiellement proclamé vainqueur de la présidentielle ce lundi. Donc annonce faite par l'autorité électorale. Oui, bien sûr. Ceci était prévu donc depuis ce matin. Ce qu'on ignore, c'est si le recomptage aura lieu, parce que cela n'empêche pas un recomptage. Ce n'est pas parce qu'il est proclamé officiellement président qu'il n'y aura pas une vérification à l'issue de cette proclamation, et ceci devra avoir lieu dans les jours qui viennent. D'ailleurs, on imagine mal que Nicolás Maduro revienne sur sa décision de refaire ce recomptage, sa décision qu'il a annoncée hier soir, puisque politiquement, ce serait assez risqué pour lui, vu que les contestataires, les membres de l'opposition, les électeurs de l'opposition représentent 49% des voix, ce qui est assez important. Merci beaucoup Pascal Mariani en direct de Caracas. On écoute à présent le dauphin d'Hugo Chavez, Nicolás Maduro, donc, qui sera, on l'apprend par la commission électorale, officiellement proclamé vainqueur de cette présidentielle. Nicolás Maduro. Après 18 élections en 14 ans, nous sommes venus 17 fois ici, avec 17 victoires du peuple. Et ceci est une nouvelle victoire, en hommage à notre commandant Hugo Chavez, qui venait ici, sur ce balcon. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un triomphe électoral juste, légal, constitutionnel et populaire.
Mercedes Vivas, vous êtes de l'opposition, vous représentez Enrique Capriles. Je le disais, l'autorité électorale affirme que Maduro sera officiellement proclamé vainqueur donc, de cette présidentielle ce lundi. Est-ce que vous reconnaissez ce résultat? Est-ce que vous reconnaissez que Nicolás Maduro, ce soir, est bien le président du Venezuela? Non, l'opposition démocratique vénézuélienne exige le recomptage des voix. Pourquoi? Parce que nous contestons ces résultats. Nous ne sommes pas d'accord de proclamer la victoire du candidat Maduro. Pourquoi? Parce qu'il y a un écart très faible. 250 000 voix, 230 000 même voix. Et ça, c'est presque rien. Il n'y a pas un système électoral qui soit fiable. Il y a des contestations, il y a des comptes différents. Les numéros de l'opposition démocratique et de la société civile, ce sont différents à ce qui donne le Conseil national électoral, les résultats électroniques, de façon que nous disons, nous exigeons pourtant, le vote électronique, c'est ce que disait Jimmy Carter, il disait que c'était quand même le vote le plus sûr. Si. Nous contestons l'utilisation de ça et pourquoi pas faire le recomptage des voix. Ça va aider à la société démocratique vénézuélienne, ça sera bien pour les candidats, n'importe lesquels, qu'ils gagnent. Et si ce comptage n'est pas fait, qu'est-ce que vous allez faire? Ce sera la méfiance. Nous allons continuer à lutter, à lutter, à lutter. Pourquoi? Parce que c'est le suffrage électoral, c'est la démocratie vénézuélienne qui est en danger. Daniel Simonet, on peut quand même dire ce soir que c'est quand même une défaite. Mais non. Pardonnez-moi quand même, parce que Enrique Capriles, lorsqu'il était face à Chavez le 7 octobre 2012, il y avait 10 points d'écart avec Hugo Chavez. Aujourd'hui, on parle de 230 000 voix d'écart, donc c'est quand même une défaite pour Nicolás Maduro. D'abord, c'est une victoire. C'est 230 000 voix de plus. Voilà, c'est une victoire irréversible. Donc, nous pouvons d'abord être fiers et se rendre compte que malgré la disparition d'Hugo Chavez, eh bien comme les Vénézuéliens le disent, Chavez no se va, voilà. Et la révolution bolivarienne, elle continue avec justement Maduro. Et je pense qu'évidemment, on savait que ces élections étaient vraiment pas faciles, elles n'étaient pas simples. Parce que le charisme de Hugo Chavez ne se remplace pas comme cela. Et puis on sait aussi que le candidat en face de l'opposition, je veux dire, a quand même fait toute une campagne en masquant son programme libéral. Il a notamment fait une campagne où il n'a pas voulu contester les acquis du chavisme. Il a même fait une campagne de surenchère sociale à vouloir promettre 40% d'augmentation du SMIC. Donc je pense qu'au contraire, le résultat de ces élections marque nettement que le peuple vénézuélien est attaché à la révolution bolivarienne et qu'elle va continuer. Et c'est un message d'espoir pour toute l'Amérique latine, mais même au-delà, pour tous ceux qui ont résisté mais Daniel Simonet, vous pouvez quand même pas me dire que d'austérité du FMI. Vous pouvez quand même pas me dire que c'est pas décevant quand même. Vous dites tout le peuple vénézuélien veut poursuivre cette révolution bolivarienne, mais aujourd'hui le Venezuela est coupé en deux et le résultat des élections le montre malgré tout. Alors il y a une confrontation démocratique. Il y a une confrontation démocratique qui a lieu, avec évidemment tous les tenants de l'oligarchie qui ont mis tous les moyens pour soutenir le candidat d'opposition. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Et moi, par contre, au jour d'aujourd'hui, après ces élections, moi, ce que je demande à François Hollande, c'est qu'il reconnaisse l'élection de Maduro, qu'il cesse d'attendre. Le Conseil national électoral a rendu les résultats. On sait que tous les observateurs internationaux ont attesté que le scrutin s'est totalement bien déroulé dans un climat totalement serein et sans irrégularité. Pour l'instant, on a quels observateurs internationaux? Les observateurs internationaux ne sont pas reconnus. Pour être observateur, il faut se faire accréditer soit par l'opposition, soit par le parti au pouvoir. L'OEA n'est pas reconnu. Donc, mais là, tu as dit aussi une incohérence. Tu nous dis son programme est libéral. Son programme est un programme purement social-démocrate. On peut lui reprocher, mais il n'est pas libéral. Tu dis toi-même, c'est un programme libéral et il propose 40% d'augmentation du SMIC. C'est pas. Mais quelle hypocrisie! Là, tu lui fais un procès d'intention. Tu parles de son programme. Son programme, tu le lis, c'est un programme social-démocrate classique. D'ailleurs, la MOUD, le parti, c'est pas un parti, hein, c'est une alliance de partis, et c'est une alliance de partis qui va du centre droit jusqu'à l'extrême gauche, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a énormément de déçus du chavisme qui ont rejoint l'opposition,
Mais enfin, mais tu dis non, mais moi je l'ai vu sur place, j'ai rencontré des anciens ministres de Chavez qui me disaient on ne peut pas mettre en place une seule réforme. Oui, il y a eu une lutte. Il y a énormément de réformes. Mais pas du tout. Il y a eu des politiques d'urgence contre la pauvreté. Ça, c'est très important. On va en reparler. Et c'est fini, René Frégosi, oui. c'est fini le chavisme. Mais Sans non. Hugo Chavez, c'est fini. Vous dites, mais non, Daniel Simonet. Mais non, Ça continue. ça n'est pas fini du jour au lendemain. Je veux dire, Chavez a passionné, a hystérisé. L'hystérie, on l'a vu, elle est retombée. Maduro ne va pas le poursuivre. On voit bien que Maduro mais bien ne entendu. cristallise pas Non, mais les le foules. chavisme, c'est aussi tout un conglomérat d'intérêts économiques et moraux. Et c'est pas seulement le discours et la parole de Chavez. Donc c'est un vrai groupe qui est au pouvoir, qui a des intérêts et qui veut y rester. On le voit bien. On n'a jamais vu ça. Une proclamation de la reconnaissance de l'élu quelques heures après les élections, alors même qu'il y a un recours déposé. C'est quelque chose de pas très démocratique, ça. On peut pas dire. René Frégosi, cette réaction de la Maison-Blanche, parce qu'on vit les résultats aussi en direct sur France 24, la Maison-Blanche juge ce soir un audit de l'élection nécessaire. Donc, sous-entendu, ne reconnaît pas, en tout cas encore aujourd'hui, la victoire de Nicolas Maduro. Je sais que ça vous énerve. Non, mais moi, c'est surtout les observateurs locaux, Maurice Lemoine, les décomptes parallèles locaux qui sont intéressants à la Maison-Blanche. Processus électoral. Maurice Lemoine qui n'a pas parlé. Maurice Lemoine qui n'a pas parlé encore. Donc la Maison-Blanche qui ne reconnaît pas encore la victoire de Nicolas Maduro. Est-ce que c'est pas ce soir quand même malgré tout une défaite du chavisme ou la mort du chavisme? Vous tenez vraiment à transformer une victoire en défaite. Je crois qu'il faut prendre les choses tranquillement. D'abord, René Frégosi nous dit les observateurs, ça n'existe pas. Bon, il y a quand même au Venezuela l'Union des Nations Sud-Américaines, le Centre Carter, qui, depuis des années maintenant, atteste que le système électoral vénézuélien est un système sérieux. Bien. Mais il y a eu des coupures d'électricité, en tout cas, c'est ce qu'il dit au Venezuela, qu'il y a eu des coupures d'électricité. Ça, il y en a tout le temps au Venezuela. Attendons, voilà, René Frégosi a répondu. C'est vrai. Ça, c'est on ne peut pas transformer une forte minorité en majorité. Sur le problème du recomptage, vous voyez qu'il y a pour le moment une confusion entre ce que nous dit Pascal Mariani à Caracas, ce qu'on annonce ici. Le président Maduro, président intérimaire Maduro, de mon point de vue, a accepté qu'il y ait un recomptage. Oui. Pour le moment, j'en reste là. Nous verrons demain, après-demain, ce qui va se passer. Non, attendez, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Allez-y, Maurice Lemoine, allez-y. Oui. Je vais vous donner, vous êtes devoir temps de reprendre la parole. Merci donc ça, c'est une chose. Après, vous nous dites que c'est une défaite. Moi, je crois qu'il y a une double déception. Il y a une déception du clan chaviste parce qu'effectivement, le résultat n'est pas aussi fort qu'il l'espérait. Et il y a une déception de l'opposition parce qu'elle imaginait sans doute que Chavez ayant disparu physiquement, la victoire était apportée. Bon. Est-ce que la déception n'est quand même pas plus grande, pardonnez-moi, du côté de Nicolas Maduro, les sondages quand même le créditaient d'une très large avance. Attendez, à l'heure où nous parlons, Nicolas Maduro a gagné. Bon. Il est évident, et Capri laisse intelligemment d'ailleurs, a fait une campagne sur ce thème, Maduro, tu n'es pas Chavez. Et ça a apporté non pas auprès des deux noyaux durs de chacun des camps en présence. Vous avez un noyau dur de chavistes, vous avez un noyau dur de l'opposition. Et puis il y a ce qu'on appelle les ninis, qui étaient parfois attirés par le charisme de Chavez, et donc estimant qu'il maintenait la stabilité du Venezuela et que ses programmes sociaux permettaient au Venezuela de continuer dans une situation relativement correcte, voter pour lui. Il se trouve que d'un seul coup, Chavez n'est plus là. Donc on a un basculement tout à fait logique. Et puis vous avez un deuxième élément, c'est qu'un certain nombre d'électeurs de la droite qui finalement avaient baissé les bras devant Chavez en disant, et y compris Capri l'a dit en octobre dernier en disant j'ai en face de moi Cassius Clay, il l'a dit, avaient baissé les bras, et là, d'un seul coup, se sont remobilisés. Donc, effectivement, ces deux forces en présence. Mais on ne peut pas dire peut-être que ce résultat, on le comprend aussi, parce que finalement, le chavisme reposait sur un homme, qui avait le pouvoir, qui avait une relation émotionnelle avec son peuple, qui avait quelque chose de très particulier que ne peut pas avoir Maduro. Nous voulons dire au Venezuela que le problème central, c'est le processus électoral de Magno, qu'il vulnère la démocratie vénézuélienne. Nous avons de gros problèmes avec les patrons électoraux. Les listes électorales n'ont pas été renouvelées depuis 14 années. Nous sommes allés au processus électoral dans des conditions vraiment, plus de 40% vraiment dégueulasses. Attendez, je parle. Mercedes Vivas et ensuite Daniel Simonet. Et
nous disons que nous sommes dans des conditions vraiment inégales, déséquilibrées à ces processus Mais on électoraux. dit que Hugo Chavez a installé beaucoup de bureaux de vote, notamment dans les quartiers populaires, dans les ranchos. Ça a existé, c'est normal. Nous, ce que nous discutons, ce sont les conditions terribles des inégalités, des intimidations et aussi des manipulations du Conseil national électoral. Et malgré tout ça, nous sommes allés voter. Et comme vous venez de dire, l'alternative démocratique a monté et malgré ces combats inégaux, la majorité a décidé d'aller voter dans des conditions très difficiles. En France, qui s'inspire justement de l'expérience du Venezuela. Parce qu'au Venezuela, depuis l'Assemblée constituante instaurée et la rédaction de la nouvelle constitution, il y a au Venezuela, par exemple, quelque chose que nous n'avons pas dans notre constitution en France. C'est par exemple le référaendum révocatoire. Vous avez expliqué l'opposition. C'est ce que nous, par exemple, nous demandons. C'est ce que nous demandons d'ailleurs au niveau du Front de gauche et notamment avec Eva Joly, avec toutes celles et ceux qui se retrouvent pour la marche du 5 mai prochain pour une 6e République, c'est qu'on puisse aussi entamer en France un processus constituant, une assemblée constituante pour élaborer une nouvelle constitution et qui pourrait notamment avoir en son sein le référendum révocatoire. Il y a une expérience démocratique au Venezuela qui a inspiré très largement les révolutions en Amérique latine et qui est très intéressante. Et on sait qu'il y a eu une augmentation très forte de l'inscription sur les listes électorales des personnes issues des quartiers les plus populaires. Et vraiment, cette attaque de l'opposition, elle est... C'est pas grave, ça arrive. Elle est inacceptable parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur défaite et qu'il y a un enjeu économique extrêmement fort. Et je voudrais juste dire, par rapport aux États-Unis, je remarque que les États-Unis ont été extrêmement rapides quand il y a eu la tentative de coup d'État en 2002 pour, soi-disant, tout de suite la reconnaître. Et là, alors qu'il y a un processus électoral qui s'est normalement déroulé, qu'il y a une élection incontestable, eh bien là, on voit les États-Unis qui ne veulent pas reconnaître l'élection. Et vraiment, il est important qu'en France, le président François Hollande reconnaisse les résultats. Bien sûr. S'inspire s'inspire. On n'attend pas qu'il s'inspire. Je pense que le peuple français viendra dans la rue le 5 mai pour demander cette nouvelle constitution. René Frégosi, c'est quoi le chavisme? Si on devait définir le chavisme? Le chavisme, on peut dire que c'est un populisme, c'est une certaine définition. C'est une certaine définition de la démocratie, qui est une démocratie référendaire, une démocratie où la majorité écrase les minorités et où il peut exister un État-parti. Mais quelle oligarchie? Je veux dire, vous parlez... Celle qui tenait la route pétrolière, mais Daniel, par exemple. tu connais quand même l'histoire du Venezuela. Oui. Je veux dire, l'État redistributeur de Romulo Betancourt, excuse-moi, mais c'est à ça qu'aspiraient les Vénézuéliens. C'est moi ça que j'espérais avec l'arrivée d'Hugo Chavez en 98. Le problème, c'est que ça n'est pas arrivé. C'est qu'il a mis en place effectivement, en fait, uniquement des politiques d'urgence et aucune réforme de fond de la santé, de l'éducation. Mais non, un hôpital de campagne, ça n'est pas réformer la santé publique dans un pays pour l'ensemble de la population. On va parler de ce qu'est en train de faire le gouvernement en ce moment en France sur la santé. Voilà. Il crée des centres de santé pendant qu'en France, Daniel Simonet, on va parler de l'héritage d'Hugo Chavez et surtout les défis qui attendent le nouveau président et comment réconcilier les Vénézuéliens. Et dans la deuxième partie, nous irons à Washington, les réactions à Washington avec notre correspondant Stanislas de Saint-Hippolyte. À tout de suite.